Nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains d'aviation. À l'été 1940, Winston Churchill est confronté à un terrible dilemme. Nous ne nous rendrons jamais. La France est occupée par les nazis et la Manche est désormais tout ce qui sépare Hitler de la Grande-Bretagne. L'Allemagne est sur le point de s'emparer de la flotte française, l'une des plus puissantes au monde. Si la flotte française était tombée aux mains des Allemands, les Britanniques n'auraient pas été de taille à résister. Churchill doit faire un choix. Croire les Français qui lui ont promis de ne jamais remettre leur navire à Hitler, ou tenter de prendre le contrôle de la marine française. Pour Churchill, l'enjeu n'a jamais été aussi immense. Si ça ne marche pas, il est fini, la Grande-Bretagne est perdue et la guerre est terminée. Pour certains, sa décision est un tournant décisif. Pour d'autres, un crime de guerre. Voici l'histoire oubliée du plus sombre chapitre de la carrière de Churchill, la destruction volontaire de la flotte française. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le coût. Ce que nous avons dû faire était effroyable. Je n'ai aucune fierté d'y avoir participé, juste infiniment de tristesse. En juillet 1940, Robert Philpott est officier d'artillerie sur le cuirassier britannique HMS Hood quand il reçoit l'ordre d'ouvrir le feu sur les marins français, des hommes qui étaient les alliés quelques semaines plus tôt. Nous n'arrivions pas à croire ce que nous devions faire. Des images d'actualité montrent cette attaque surnommée par la suite le Pearl Harbor français. Les salves se succèdent. L'amiral anglais menace de détruire une escadre qui vient encore pour quelques semaines à protéger les Anglais près de Dunkerque. À l'époque, Léon Leroux a 19 ans et ce jour est resté gravé dans sa mémoire. Tout était en feu, en flammes. Même des brûlots étaient projetés en l'air pour tomber par conséquent dans la mer. Et puis les hommes criaient, gueulaient, au secours. Puis on voyait les corps qui flottaient. Quoi, c'était l'enfer, hein? C'était l'enfer. André Jaffré vient tout juste de fêter son 18e anniversaire. Je voyais des cadavres autour de moi, des ventres ouverts avec des boyaux, des têtes poupées. Imaginez-vous, pour un marin comme moi, qui 15 jours après on était avec les Anglais à Gibraltar, voire même certains faire la bordée, comme on dit, que 15 jours après ils nous tapent sur la... Hein? Ah non, c'est impensable. En 10 minutes, près de 1300 Français sont tués et des centaines sont blessés ou laissés pour morts. Aujourd'hui, on est alliés, et puis demain, on est ennemis. On se demande pourquoi. Pas dire moi qu'il faut poser la question. Vous voyez ça avec Sir Winston Churchill. C'est Winston Churchill qui donnait les ordres, pas notre amiral. Si ça avait été lui, on ne l'aurait jamais fait cela. Mais Winston Churchill lui avait ordonné de le faire, sans attendre. Pourquoi le Premier ministre britannique a-t-il pris cette décision? La réponse se trouve dans 8 semaines de tractations politiques et d'échecs militaires, au cours desquels Churchill a montré que la Grande-Bretagne était prête à tout pour survivre. « 10 mai 1940, les armées hitlériennes envahissent simultanément la Belgique, les Pays-Bas et la France. Ce jour-là, Winston Churchill devient Premier ministre. Il est persuadé qu'en unissant leurs forces, la France et la Grande-Bretagne peuvent résister à l'Allemagne. Les deux pays ont mobilisé plus de 4 millions de soldats et signé un traité selon lequel aucun ne peut signer sa reddition sans l'accord de l'autre. Le 10 mai, ça va encore. Si les Français peuvent retenir les Allemands à la frontière, et si de leur côté les Britanniques lancent une attaque navale et aérienne avec un blocus et des bombardements soutenus, les Allemands peuvent être vaincus. Donc, ça pourrait être pire.
Malheureusement, les Alliés ne sont pas préparés au nouveau type de guerre mené par Hitler. En tout juste 5 jours, les chars nazis percent les lignes de défense françaises. Rien ne semble pouvoir arrêter la Blitzkrieg. Alors que l'armée allemande menace de capturer des ports à une trentaine de kilomètres des côtes britanniques, Churchill doit envisager la possibilité d'une invasion du territoire. La clé de la survie du pays se trouve dans sa puissance navale. La Royal Navy est la plus grande marine du monde, mais elle est éparpillée aux 4 coins du globe pour protéger l'Empire. En mai 1940, ces navires ne sont pas en Europe, là où elle en a besoin. Nous n'avions pas une puissance navale suffisante pour être sûrs de pouvoir repousser une armada allemande qui s'engagerait sur la Manche et la mer du Nord. Conscient de ce point faible, Churchill sait qu'un seul homme peut lui venir en aide, Franklin Roosevelt. Il faut se souvenir que Churchill était à moitié américain. Pour lui, le plus important en 1940, c'était les Américains. Dès septembre 1939, il écrit au président Roosevelt, en profitant du fait qu'ils ont tous les deux travaillé dans l'administration navale au début de leur carrière, il tâte le terrain pour savoir si Roosevelt est prêt à porter secours à la Grande-Bretagne. Il veut lui faire comprendre que c'est le dernier rempart de la démocratie. Si la Grande-Bretagne tombe, ensuite c'est au tour de l'Amérique. Quelques heures après avoir reçu les mauvaises nouvelles venues du front français, Churchill envoie un télégramme à Roosevelt pour lui demander des renforts navals de toute urgence. L'horizon s'est brutalement assombri. Vous risquez de vous retrouver très rapidement avec une Europe entièrement nazifiée. Le poids qui pèse sur nous est sans doute trop lourd à porter. Nous avons besoin immédiatement de 50 de vos plus anciens destroyers. En privé, Roosevelt veut répondre à l'appel de Churchill. Mais politiquement, il a les mains liées. Il fait campagne pour sa réélection en promettant au peuple américain de ne pas engager de nouveau le pays dans un conflit européen. Les États-Unis d'Amérique doivent absolument rester non entravés et libres. Deux jours après le télégramme, la réponse américaine arrive. Roosevelt refuse de prêter des navires. Pendant ce temps, les Panzer-Divisions d'Hitler ont déjà bien avancé sur le territoire français. Les forces britanniques déployées sur le continent doivent battre en retraite vers le littoral, tandis que c'est la débâcle parmi les troupes françaises. 20 mai, 10 jours après la nomination de Churchill au poste de Premier ministre, les troupes allemandes arrivent sur les côtes françaises au bord de la Manche. Churchill demande de nouveau l'aide du président américain, cette fois en y ajoutant une menace voilée. Si la Grande-Bretagne est acculée à la reddition, Hitler pourrait exiger le contrôle de la Royal Navy dans le cadre de négociations de paix. Vous ne devez pas ignorer le fait que notre seul atout dans nos tractations avec l'Allemagne serait notre flotte. Excusez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer ce cauchemar aussi abruptement. En réalité, il fait du chantage aux Américains pour qu'ils comprennent bien le point de vue britannique. Nous voulons nous battre, donnez-nous les outils pour nous défendre parce que sinon les conséquences seront terribles. Et si les Allemands mettent la main sur la meilleure marine du monde, les États-Unis ont un problème. Le plan de Churchill pour effrayer l'Amérique et forcer la main à Roosevelt est un échec total. En lisant le télégramme, le président américain le soupçonne de duplicité et pense qu'il risque de se rendre aux nazis. Au lieu de lui envoyer des renforts, il commence à préparer discrètement la défense de l'Amérique en cas de chute de la Grande-Bretagne. Un diplomate canadien est convoqué à la Maison-Blanche pour une réunion top secrète. Roosevelt suggère qu'Américains et Canadiens abandonnent les Britanniques à leur sort pour se concentrer sur leur propre sécurité. Comme le Canada fait partie de l'Empire britannique, Roosevelt veut que le Premier ministre Mackenzie King demande à Londres de mettre la Royal Navy en lieu sûr dans les ports canadiens avant la reddition de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre canadien est scandalisé par ce plan, comme il l'écrit dans son journal.
Il m'a semblé que les États-Unis cherchaient à sauver leur peau au détriment de la Grande-Bretagne, que c'était un appel à l'égoïsme des territoires du Commonwealth, au mépris des îles britanniques. Ces mots sont forts. Mackenzie King est clairement horrifié. King envoie un câble à Churchill pour lui dévoiler la position de Roosevelt. Le Premier ministre comprend que le président américain doute de sa détermination. S'il ne lui prouve pas qu'il est capable de résister, il y a peu de chances de recevoir un soutien américain, et il risque de perdre la guerre. Sur le front français, la situation vire au désastre. L'armée britannique subit un revers cuisant à Dunkerque et doit s'enfuir. Pendant que des milliers d'hommes évacuent dans l'urgence, des armes et des navires sont abandonnés sur place et pris par l'ennemi. Au sud, Mussolini entre en guerre aux côtés d'Hitler. Les Allemands marchent sur Paris et l'armée française est en déroute. Le gouvernement fuit la capitale avec des millions de réfugiés. Quand les troupes nazies entrent dans Paris, le Premier ministre Paul Reynaud avertit Churchill que la capitulation est imminente. Churchill est confronté à l'éventualité d'une reddition française, et ça s'annonce comme une capitulation abjecte, sans condition. Dans ce cas, quel est l'avenir de la puissante flotte française? Il y a des porte-avions, des cuirassés. Si les Allemands s'emparent d'une flotte en parfait état de marche, leur capacité de nuisance envers les intérêts britanniques augmente de manière exponentielle. Comme la flotte française est la plus puissante d'Europe après la Royal Navy, elle peut faire basculer l'équilibre des pouvoirs. Si elle passe dans le camp de l'Italie et de l'Allemagne, les Britanniques se retrouveront en position d'infériorité sur les mers. Et pour eux, la guerre est perdue. Selon les termes de l'alliance signée par la Grande-Bretagne et la France, aucun des deux pays ne peut se rendre sans l'accord de l'autre. Churchill informe le Premier ministre français qu'il l'autorise à négocier avec Hitler, mais sous condition. À la seule et unique condition que la flotte française fasse route sur le champ, vers les ports britanniques. Ce soir-là, Paul Reynaud donne sa démission et un nouveau gouvernement entre en fonction à Vichy. Ignorant la demande de Churchill, il enfreint le marché passé avec la Grande-Bretagne et demande un accord de paix à Hitler. Churchill tente une dernière solution. Il contacte l'amiral François Darlan, qui est à la tête de la marine française. Darlan commande la flotte française depuis des années. Il est très respecté en Grande-Bretagne, et Churchill le connaît bien. La loyauté des marins français est acquise à l'amiral Darlan, et lors d'une rencontre avec Churchill, il a assuré qu'il était hors de question de livrer ses navires à Hitler. Churchill envoie un émissaire britannique pour supplier Darlan d'ignorer les ordres du gouvernement de Vichy et d'envoyer la flotte en Grande-Bretagne avant la signature de l'armistice. Darlan s'engage de nouveau à ne jamais laisser la flotte tomber aux mains des Allemands. Churchill espère que le départ des navires vers les ports britanniques est une question d'heure. Mais les jours passent et la marine française ne bouge pas. Ici William L. Sharer, depuis la forêt de Compiègne, où Adolf Hitler annonce les termes de l'armistice avec la France. Il est 15h15 et... Hitler propose un marché au gouvernement français. S'il accepte ces conditions, il peut continuer à diriger la zone non occupée du territoire dans le sud. Mais avant, la totalité de la flotte doit rentrer au port dans les prochaines semaines et passer sous contrôle allemand. Les Français acceptent. Il faut plusieurs heures pour que les détails du traité parviennent à Londres. Churchill est profondément choqué par l'attitude de ses anciens alliés. Churchill est à la fois stupéfait et terrifié. Au début, il n'arrive pas à croire que les Français aient pu accepter ça.
Il se sent trahi par l'amiral Darlan. Pourtant, de son côté, l'amiral Darlan tente toujours de respecter la parole donnée à Churchill. À l'annonce de l'armistice, il envoie un message à tous les navires de la flotte. Si les Allemands tentent quoi que ce soit, les équipages doivent s'aborder les navires. En donnant cet ordre, Darlan estime avoir respecté sa part du marché. Maintenant, il faut juste que Churchill lui fasse confiance. Le cabinet de guerre discute longuement de la marche à suivre. Une annexe top secrète des minutes de la réunion décrit la réaction de Churchill. Le Premier ministre a dit que sur un point aussi capital pour la sécurité de l'Empire britannique, nous ne pouvions pas nous permettre de donner foi à la parole de l'amiral Darlan. De nombreux ministres britanniques pensent qu'il faut négocier directement avec les navires français, au cas par cas, pour convaincre leurs commandants d'ignorer l'armistice et de rejoindre l'effort de guerre britannique. Mais Churchill envisage déjà des mesures plus radicales. Le compte-rendu de la réunion dit ensuite « Le Premier ministre a acquiescé, mais insisté sur le fait qu'en aucune circonstance, nous ne devions courir le risque fatal que ces navires tombent aux mains de l'ennemi. Il vaudrait mieux donner l'assaut et les couler. » Selon l'armistice signé par les Français, la flotte doit passer sous pavillon allemand dans les prochains jours. Churchill prend alors une décision qui change le cours de l'histoire. Il ordonne à l'amirauté de concevoir un plan pour s'emparer de la flotte française par la négociation ou la force. C'est l'opération Catapulte. L'enjeu de l'opération Catapulte est immense. Si ça ne marche pas, Churchill est fini, la Grande-Bretagne est perdue et la guerre est terminée. Là, Churchill dit « Voilà ce qu'on doit faire pour rester dans la Corse ». Le plan prévoit plusieurs actions simultanées en différents points du globe. Au total, 14 navires de guerre français, plusieurs sous-marins et près de 200 bateaux plus petits sont amarrés dans des ports britanniques et se préparent à rentrer en France. Ils doivent être capturés à l'aube. En Égypte, il y a un navire et 4 croiseurs bloqués dans la base britannique d'Alexandrie. La cible principale est en Algérie, à Mers el-Kébir, le port fortifié d'Oran. Le gros de la flotte se trouve là, notamment les 2 navires que Churchill craint le plus. Le Dunkerque et le Strasbourg sont des croiseurs de dernière génération, plus puissants que la plupart des navires britanniques. Ils sont secondés par 2 navires plus anciens, 6 destroyers et plusieurs sous-marins. Ensemble, ils constituent une force de frappe redoutable. Dans l'espoir d'éviter une confrontation violente, Churchill rédige lui-même l'ultimatum qu'il envoie à l'amiral français en poste à Mers el-Kébir. Il lui laisse 3 options. A. Rejoindre notre flotte et continuer les combats. B. Rejoindre un port britannique. C. Rejoindre un port français dans les Antilles ou aux États-Unis. Si vous refusez ces solutions loyales, j'ai le profond regret d'exiger que vous couliez vos navires dans un délai de 6 heures. Les Britanniques rassemblent une partie de leur flotte à Gibraltar pour transmettre l'ultimatum à Mers el-Kébir. Cette phase de l'opération est baptisée Force H et s'appuie notamment sur le plus grand navire de guerre du monde, le HMS Hood. Elle est dirigée par l'amiral James Somerville. En recevant ces ordres, il émet des doutes sur la mission. Il craint que les Français ne réagissent mal aux menaces. Alors que la force H approche des côtes algériennes, Somerville reçoit une réponse de Churchill. Elle est sans ambiguïté. Si les Français n'acceptent aucune de nos propositions, il faut les anéantir. « 3 juillet, Winston Churchill lance une opération de grande envergure pour s'emparer de la marine française. Tout commence par l'abordage de tous les navires français qui mouillent dans les ports britanniques.
À Plymouth, l'une des cibles est le Surcouf, le plus grand sous-marin du monde. En entendant du bruit sur le pont, son commandant réveille l'équipage et va voir ce qui se passe. Tandis que les Britanniques fouillent le Surcouf, le mécanicien commence à détruire les documents officiels et le registre des codes secrets. Le commandant refuse de livrer son vaisseau. Je ne bouge pas. Quelques instants plus tard, la situation dégénère. Il y a 4 morts, le mécanicien français et 3 soldats britanniques. Pour la première fois depuis la bataille de Waterloo, la France et la Grande-Bretagne ont échangé des coups de feu. Le reste de l'équipage se rend, mais c'est un signe annonciateur des difficultés à venir. Rien ne peut garantir la capture pacifique de la flotte française. La violence est peut-être la seule solution. Alors que le soleil se lève sur la Méditerranée, la force H arrive à Oran pour transmettre l'ultimatum de Churchill. À l'époque, Robert Philpott, 20 ans, est officier d'artillerie sur le vaisseau amiral HMS Hood. Tout était calme. On n'entendait aucun coup de feu. Il y avait une ambiance plutôt joyeuse à bord. Nous étions tous persuadés que les navires français allaient nous rejoindre. Nous savions que les marins français étaient impatients de poursuivre les combats. Nous ne pensions pas que ça poserait le moindre problème. En effet, les marins français ignorent la situation politique et beaucoup se réjouissent de l'arrivée des Britanniques. André Jaffré, 18 ans, est artilleur sur la Bretagne. Et notre officier, il scrute l'horizon, prend ses jumelles, nous regarde en souriant. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Ça y est, voilà la marine anglaise qui arrive au large. C'est pas vrai? Oui, ils viennent nous chercher. Hurrah, tout le monde content, tout le monde heureux. Pensez donc, les Anglais venaient nous chercher pour continuer la guerre contre les nazis. Léon Leroux, 19 ans, est télégraphiste sur le Dunkerque, le vaisseau amiral français. Les bruits courent très vite, par conséquent, on a su très vite qu'il y avait une flotte anglaise qui était au large d'Oran. Alors on a su qu'il y avait un petit torpilleur également, le Foxhound, je crois, qui était à l'entrée de la passe, là. Et puis, ça commençait à faire un peu bizarre, ça. Le Foxhound est dépêché pour entamer les négociations, tandis que le reste de la flotte britannique attend à plusieurs kilomètres des côtes. Le capitaine Hookie Holland est à bord. C'est l'ancien attaché naval à Paris et il parle couramment français. Par signaux, le Foxhound demande une entrevue entre le capitaine britannique et le commandant français. L'amiral Marcel Jansoul est offensé que les Britanniques lui envoient un émissaire aussi peu gradé. Il répond en ordonnant au Foxhound de quitter le port. Pourtant, le capitaine Holland est déterminé à présenter l'ultimatum aux Français et tente de rejoindre leur navire à bord d'une vedette. L'un des gros problèmes de Mersel-Kébir, c'est que l'amiral français Jansoul n'est pas de taille à prendre des décisions. Il manque de discernement. Il refuse de rencontrer le capitaine Holland, alors qu'il le connaît bien. Il fait de l'obstruction systématique. Soit il ne veut pas y croire, soit il refuse de comprendre que les Britanniques sont sérieux. Holland est intercepté au milieu de la baie. Comme il ne peut rencontrer l'amiral français en personne, il donne le message à son lieutenant. Les Français ont 6 heures pour rejoindre la Grande-Bretagne, quitter les eaux européennes ou risquer une attaque britannique. L'ultimatum expire à 15h30. En découvrant cette mise en demeure, Jansoul est furieux. Il ordonne à ses navires de mettre les gaz et de se préparer à passer à l'action. Ensuite, dans une réponse manuscrite au capitaine Holland, il prévient qu'il est prêt à riposter.
J'ai un camarade qui travaille là-haut. Il dit, bah, les Anglais nous envoient un ultimatum et on bouge pas, faut rester là. Bon, alors nous, simples matelots, ultimatum, on savait pas de quoi il s'agissait exactement. Alors il y avait un message, retour à bord immédiatement. On nous rappelait à bord du bateau. Et on reçoit l'ordre, tout le monde au poste de combat. À bord du HMS Hood, l'amiral Somerville est en train d'observer le regain d'activité sur les navires français. Les ordres sont clairs. Il doit tout faire pour empêcher les Français de s'enfuir. Il envoie les appareils du porte-avions Ark Royal larguer un barrage de mines à l'entrée du port. Environ 13 heures, j'étais sous le pont, là justement, à respirer un tout petit peu, parce que... Et là, on a vu des avions anglais qui sont venus lancer des mines sur la passe. On s'est dit, tiens, ici, ça commence à sentir un peu le roussi, quoi. Hein. On se demande pourquoi qu'ils viennent nous bloquer là, quoi. On était pris au piège. Jean Soule informe ses supérieurs, basés en métropole, de la situation. L'amiral Darlan se sent insulté que Churchill n'ait pas confiance en sa parole. Suite aux menaces des Britanniques, Darlan autorise un ordre demandant des renforts. Toutes les forces françaises déployées en Méditerranée sont appelées à Mers-el-Kébir pour soutenir Jean Soule. L'heure butoir approche, mais l'amiral apprend que les renforts sont en route. Pour jouer la montre, il convie maintenant le capitaine Holland à le rencontrer. L'ultimatum est suspendu pendant les négociations. Je crois que c'était en grande partie une tentative de bluff de la part de l'amiral français. Il ne nous croyait pas prêts à ouvrir le feu. Quand Holland monte à bord du vaisseau amiral de la flotte française, Jean Soule lui montre les messages secrets envoyés par Darlan 10 jours plus tôt. Il y ordonne à ses hommes de saboter leur navire si les Allemands tentent de s'en emparer. Les deux hommes sont persuadés que ces révélations vont apaiser les craintes du côté britannique. Malheureusement, la situation évolue rapidement et leur échappe totalement. À Londres, l'amirauté intercepte l'appel de Darlan aux autres navires de Méditerranée et prévient Churchill que les Français vont recevoir des renforts d'une minute à l'autre. Churchill décide qu'il est temps d'agir. Il envoie un dernier message à l'amiral Somerville. Son contenu est bref et brutal. Réglez la situation rapidement. En recevant l'ordre de Churchill, Somerville transmet une mise en garde au vaisseau amiral français. Si un accord n'est pas conclu dans la demi-heure, il ouvre le feu. Cette nouvelle a semé la consternation dans le pont inférieur, où j'étais à ce moment-là. Nous ne pouvions pas envisager de tirer sur nos amis et alliés. L'ultimatum a expiré et les négociations ont échoué. Sur cette photo, on voit le moment où le capitaine Holland dit au revoir à l'amiral Jean Soule. Ce dernier raconte « Nous nous sommes quittés en bons termes », mais il sait qu'il n'a que quelques minutes pour se mettre en sécurité. L'escadron de l'amiral Somerville lâche l'une des plus grandes bordées de canons de l'histoire maritime. L'attaque est filmée par les Français. Une salle d'artillerie, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas eu le temps de respirer. Une autre salle. Et une troisième. Je ne peux pas vous décrire ça, hein, et la peur sûrement, quoi, hein, la peur, la fausse, et ce bruit assourdissant qui vous casse des oreilles, et puis vous pensez à vous forcément, mais vous pensez aux autres. Hein. Incapables de manœuvrer dans le port, les navires français sont pris au piège.
C'était un combat gagné d'avance. Les obus britanniques de 38 cm s'abattent sur les navires français. La troisième salve touche le Bretagne, où se trouve André Jaffré. Une grosse boule rouge, un obus, qui a traversé ma batterie, qui a explosé en dessous, où il y avait toutes les munitions, où il y avait des gasoils, enfin tout ça pour faire marcher la machine, quoi. Je regarde autour de moi, il y avait un camarade, un pointeur qui avait mis, lui, sa tête dans l'interstice. Il a attrapé un éclat, il a été décapité devant moi, le sang giclait sur moi. J'avais envie de vomir. Et moi, j'étais toujours à côté de ma pièce. Et je commençais à cramer, c'est-à-dire brûler, par les pieds. Mes souliers étaient en train de cramer. Oh, j'implorais le bon Dieu, la Sainte Vierge, tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne veux pas crever et mourir là à 18 ans. Et les obus continuaient à tomber, la fumée partout. Des gars qui criaient, qui hurlaient. Je me souviens, achève-moi, tue-moi, tue-moi, qui était tellement brûlé, amputé. Ils demandaient qu'on les achève. C'est la panique, quoi. Mais donc, c'est la panique. Il faut dire, mais ces obus, là, quel dégât qu'ils vont faire? Ils vont encore tuer quand même. Non, voilà. Je voyais bien l'eau noire de mazout qui fumait, mais il y avait des petites flammes. Vous savez, le mazout, ça ne flambe pas comme l'essence. C'était comme des frites qu'il y avait dans une bassine à frire, pareil. Et là-dedans, il y avait des hommes qui se débattaient, qui hurlaient, qui se cramponnaient par... C'était abominable. Continuer à tirer du canon et des obus. Il y avait une chose pour moi dans ma tête, je vais sauter à l'eau, descendre le plus profond possible pour être d'abord à l'abri des éclats. Ben, en sautant, je suis tombé dans un mazout bouillant. Ah, je me suis laissé couler. Oh, j'ai été brûlé. Ça m'a fait mal. Je me suis laissé couler, mais il fallait bien respirer. Alors je nageais sous l'eau, plus loin possible, en m'écartant du bateau. Et je ressortais. Mais chaque fois que je ressortais dans du mazout qui était en fusion encore. Mais j'aspirais et la fumée, et le mazout, et tout, et je replongeais. Et comme ça, pendant tant que j'ai pu. Tout en luttant au milieu du mazout en feu, André se retourne pour voir ce qu'il reste du Bretagne et de ses 1000 hommes d'équipage. À un moment donné, quand même, je suis tombé dans, disons, n'est-ce pas, un carré où il n'y avait pas de mazout. Et là, j'ai fait la planche, vous savez, sur le dos. Et là, alors, j'ai assisté au spectacle, mais abominable. La Bretagne a chaviré complètement. C'était vite fait, hein, en 20 secondes, elle s'est chavirée, hein, 20 secondes. Sur la Bretagne, il y a eu quand même près de 1000 morts. Hein. Tuer du monde, tuer. Tout est une fin pour ces gens-là. Ça, par conséquent, voilà. Voilà ce que j'ai vu. Quelque chose de terrible, d'apocalyptique, que je ne reverrai pas, j'espère que je sais de tout cœur, ce que je n'ai pas vu depuis d'ailleurs. 10 minutes après le début de l'attaque, l'amiral Somerville donne l'ordre de cesser le feu. C'était horrible de voir ce que nous venions de faire. Partout, il y avait de la fumée et des flammes. C'était un spectacle de désolation. Tout l'équipage était sous le choc. Nous n'étions pas très fiers.
Malgré l'apparente réussite de l'attaque, l'amiral Somerville n'a pas rempli sa mission. Il a bien coulé le Bretagne et neutralisé le Dunkerque, ainsi que plusieurs navires de moindre importance. Mais le deuxième croiseur français, le Strasbourg, s'est échappé, accompagné de 5 destroyers, malgré les mines à l'entrée du port, et a mis le cap sur Toulon. Surtout, l'objectif était avant tout de s'emparer de la flotte française par la négociation et la persuasion. Mais tout s'est soldé par un bain de sang. Dans le camp français, il y a 1297 morts et 350 blessés. Depuis le début de la guerre, aucune bataille navale n'a fait un tel bilan humain, même contre les Allemands. Ailleurs, l'opération Catapulte obtient de meilleurs résultats. Sur la base d'Alexandrie, l'escadron français a été contraint à la démobilisation sans effusion de sang. En Grande-Bretagne, près de 200 navires, dont le sous-marin Surcouf, ont été capturés. Ils sont désormais sous contrôle britannique. Maintenant, Churchill sait qu'il doit expliquer au Parlement, à l'opinion publique et au président américain pourquoi la Grande-Bretagne a apparemment déclaré la guerre à son allié. Du côté français, la nouvelle du massacre de Mersel-Kébir soulève un tollé général. À ce moment-là, les Français risquaient de nous déclarer la guerre. Si l'amiral Darlan avait eu gain de cause, il l'aurait fait immédiatement. Il était apoplectique. Quelques bombardiers français lancent bien un raid de représailles contre la base navale britannique de Gibraltar, mais ils font peu de dégâts et aucune victime. Le gouvernement français est toujours sous le coup de l'occupation allemande dans le nord du pays. Il faut gérer les millions de réfugiés jetés sur les routes et il ne peut pas se concentrer sur une riposte militaire. La France choisit de rompre ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne jusqu'à la fin du conflit. Ils se sont dit, c'est quoi ces sauvages anglais là? La haine, quoi. Immédiatement, la haine. Alliés la veille, ennemis le lendemain, on vient vous gouler directement, que les Français pensent. Une trahison, oui, une trahison, non seulement une trahison, mais un crime, un assassinat. Quand vous avez les mains liées comme ça derrière le dos, hein, et qu'on vous pointe des canons devant vous, vous appelez ça comment vous? Un crime? Ouais, un véritable crime, un assassinat. Pour Hitler, Mersel-Kébir est une occasion en or pour sa propagande anti-britannique. Sur des affiches, on voit un marin français en train de se noyer, tandis que Churchill est montré sous les traits d'une pieuvre qui attaque l'Empire français. De son côté, Churchill est horrifié par le nombre de victimes dans le camp français. En apprenant ce qui s'était passé à Mersel-Kébir, Churchill se sent physiquement mal, ça l'anéantit. Maintenant, il doit s'expliquer, et ça s'annonce difficile. Il s'attend à ce que la Chambre des communes soit scandalisée qu'il ait ouvert le feu sur un allié. 4 juillet. À son 54e jour au gouvernement, Churchill prononce un discours devant la Chambre des communes pour justifier sa décision. Il est ensuite rediffusé à la radio. Le transfert de ces navires à Hitler aurait menacé la sécurité de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Par conséquent, nous n'avions pas d'autre choix. John Colville, son secrétaire particulier, note dans son journal « Il a raconté ce qui s'était passé à Oran et la Chambre l'a écouté avec attention et fascination. Certains ont eu le souffle coupé. Je l'ai entendu dire, cela me brise le cœur. » À la fin, il se met à pleurer. Il est submergé par l'émotion. La réaction du Parlement est totalement inattendue. Il était stupéfait d'être acclamé par la Chambre. C'est une explosion de joie et bien sûr, un immense soulagement. Les navires français ne peuvent plus être le tremplin, d'une manière ou d'une autre, de l'invasion de la Grande-Bretagne par les Allemands.
Le problème de la flotte française a été résolu de la seule manière possible pour nous, et l'enseigne de Saint-Georges flotte toujours. La presse et le peuple britannique approuvent totalement la décision de Churchill. La Royal Navy et la nation soutiennent sans réserve l'action du gouvernement. La réaction que Churchill attend plus que les autres est celle de Washington. En apprenant ce que la Grande-Bretagne fait, Roosevelt oublie tous ses doutes sur la capacité de résistance et la détermination des Britanniques. Après Mers-el-Kébir, Roosevelt dit « Je peux leur envoyer le matériel dont ils ont désespérément besoin, les canons, les munitions, les avions, les chars, etc., parce qu'ils ne se rendront jamais. » C'est l'annonce de l'une des transactions les plus capitales de l'histoire, l'arrivée de 50 destroyers envoyés par les États-Unis. 2 mois après l'attaque, Roosevelt donne à Churchill les navires nécessaires à la poursuite de la guerre. C'est la coopération des 2 grands peuples anglophones de la planète dans le combat contre l'agression nazie. Mers-el-Kébir a ouvert la voie à la contribution américaine à l'effort de guerre britannique. Pour Churchill, la décision d'attaquer d'anciens alliés était justifiée. Du point de vue français, tout prouve que cette opération n'était absolument pas nécessaire. En novembre 1942, les nazis occupent le sud de la France et tentent de mettre la main sur les navires amarrés dans la base de Toulon. Après avoir survécu à Mers-el-Kébir, André Jaffré est sur son navire quand il apprend l'arrivée des Allemands. Dans la nuit, tout le monde était réveillé. Et puis, ils savaient que les Allemands, on les entendait, les chars d'ailleurs, au loin. Les cliquis, les chars, là. Les marins français exécutent maintenant l'ordre secret donné par l'amiral Darlan plus de 2 ans plus tôt. Ils sabotent leurs navires par tous les moyens disponibles. J'ai assisté au sabordage, quoi, tous les bateaux qui ont explosé. Parce que là aussi, moi, armurier, là, j'ai saboté mon matériel. Là. J'ai mon canon de 90 à coup de masse. J'ai cassé les filets et tout ça. Et puis et les matelots, et les mousquetons cassés, puis les Allemands sont arrivés. Les Français désarment près de 70 navires avant que les Allemands ne puissent les arrêter. Ils arrivaient là, tout fiers, tout beaux, ils disent « ça y est, on va avoir une belle escadre ». Puis rien du tout, tout sabordé. Mais c'était furieux. Ah ben dis donc, ils avaient fait du chemin pour venir chercher des bateaux qui croyaient tout, et puis il y avait toute une escadre là. Et je me rappelle un camarade Boulangeau, Pinot, on était, il se marrait, mais oui, mais coup de crosse dans les reins, coup de botte dans le... Ah oui, il nous frappait par terre. Ah, les salauds. Ouais. Pour beaucoup, c'est la preuve ultime que les navires français n'ont jamais risqué de passer sous contrôle allemand et que l'opération britannique à Mers-el-Kébir était une trahison injustifiée. Quelques jours plus tard, Winston Churchill reçoit un courrier de l'amiral Darlan. Vous m'avez dit, Darlan, j'espère que vous ne livrerez jamais la flotte. Je vous ai répondu, il n'en est pas question. Il me semblait en outre que vous n'ajoutiez pas foi à ma parole. La destruction volontaire de la flotte à Toulon vient de prouver que j'avais raison. Voilà pourquoi, près de 70 ans plus tard, les rescapés de Mers-el-Kébir éprouvent toujours une grande amertume. Winston Churchill aurait dû croire aux papiers signés aux ordres transmis à la flotte française par l'amiral Darlan. Je n'ai pas pardonné à Churchill, je n'ai pas pardonné à tout le gouvernement anglais, etc. Ça, je ne pardonnerai jamais. Malgré les souffrances endurées, André Jaffré n'en veut pas aux Britanniques. Non, pas plus de trahison, ça c'était la guerre avec tous les déroulements des conséquences d'une guerre. Vous avez vu des guerres intelligentes? Disons, j'ai eu de la tristesse, une tristesse profonde de savoir que des amis anglais
Vous avez coulé, mais bien sûr, mais que faire? En fait, je ne veux pas. Moi, je parle d'égal à égal avec un matelot anglais et moi, matelot français. C'est les chefs comme ça qui décident. Voilà. Et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Dans son discours devant la Chambre des communes, Churchill a dit que l'histoire serait juge. Et quel a été le verdict de l'histoire? Pour la France, c'est presque un crime de guerre, parce que les Britanniques ont tué plus de 1200 marins français. Pour la Grande-Bretagne, c'était la seule manière de sauver la nation. Nous n'avions pas le choix. Si les Américains étaient déjà entrés en guerre, nous aurions peut-être pu l'éviter. Mais la Royal Navy n'était pas de taille à combattre la flotte allemande et la flotte française. Ça a été pénible, mais c'était nécessaire. En temps de guerre, il faut parfois faire des choses déplaisantes.